Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous abordons aujourd'hui l'examen de la mission Outre-mer. Ce rendez-vous incontournable est l'occasion de nous prononcer sur les orientations politiques et budgétaires pour nos territoires ultramarins. Je tiens avant tout à saluer le travail des rapporteurs, plus particulièrement de mes collègues centristes, Mme Dindar, rapporteur pour avis, et M. Laurey, rapporteur spécial sur la mission. Il est difficile de se positionner sur une mission aussi vaste, avec des domaines divers et des territoires qui ont chacun leur spécificité. C'est une mission qui ne représente qu'un dixième de l'effort total pour les Outre-mer. Au total, cet effort s'élève à 24 milliards d'euros, répartis dans 88 programmes. Cela devrait nous amener à une réflexion sur l'organisation du budget des Outre-mer. Cette mission est la seule à vocation géographique. Nous devrions davantage intégrer les Outre-mer dans toutes les composantes du budget. Nous pourrions améliorer la lisibilité de ce budget pour en avoir une vision plus globale et mieux adaptée à la diversité des territoires. Sur le fond, les défis pour les Outre-mer sont nombreux. La situation actuelle à La Réunion est très préoccupante. Le taux de pauvreté et de chômage bien plus élevé que dans l'Hexagone, ajouté à la cherté de la vie, ont amplifié et fait prendre une tournure violente au mouvement des Gilets jaunes. Cette situation met en lumière les difficultés économiques, sanitaires, sociales et sécuritaires auxquelles beaucoup de territoires ultramarins sont confrontés. Dans ce contexte difficile, ce budget doit avant tout permettre la mise en œuvre du Livre bleu, fruit des assises de l'outre-mer, remis au Président de la République en juin dernier. Nous en attendons cette année les premières concrétisations. Nous saluons cette initiative, mais nous serons attentifs à la traduction concrète sur le terrain. À première vue, la mission connaît une hausse exceptionnelle avec plus 22% des autorisations d'engagement et plus 21% des crédits de paiement. Or, cela a été dit à l'Assemblée nationale comme ici au Sénat, cette hausse n'est qu'apparente. Elle s'explique en réalité par des mesures de périmètre qui font évoluer les contours de la mission. Cette hausse provient aussi de 3 sources de financement qui existaient déjà, mais dont la nature change. La première source est la transformation du CICE en exonération de charges à l'échelle nationale. La deuxième source, ce sont les 170 millions d'euros d'aide fiscale transformés en soutien budgétaire, 100 millions issus de la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable et 70 millions d'euros issus de la diminution de l'abattement sur l'impôt sur le revenu et qui existe dans certains de nos départements et régions outre-mer. En définitive, les crédits de la mission outre-mer sont donc stables. La disparition d'aides fiscales a logiquement suscité des inquiétudes chez bon nombre de nos collègues ultramarins. Je crois qu'elle aurait mérité davantage de pédagogie de la part du gouvernement. Je salue néanmoins, Madame la Ministre, votre volonté de faire autrement en changeant le mode d'accompagnement des territoires d'outre-mer. En matière de logement, ainsi que l'a indiqué notre collègue rapporteur spécial, M. Laurey, les moyens budgétaires visant à le favoriser sont stables mais inférieurs aux besoins exprimés. Dans les collectivités du Pacifique, par exemple, les coûts de construction des logements sont très élevés du fait de l'insularité et de l'éloignement. L'État doit pouvoir apporter un soutien plus actif à ces territoires les plus éloignés. À l'Assemblée nationale, la défiscalisation applicable au secteur du logement social a été étendue aux travaux de rénovation d'immeubles de plus de 20 ans dans certaines zones prioritaires des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. C'est une avancée, mais c'est encore insuffisant. Étant donné les coûts de construction élevés, il faudrait relever le plafond du montant des travaux pris en compte par le calcul de la réduction d'impôt
par logement. Je crois aussi que nous devrons résoudre le problème de l'impact de la baisse des taux de l'impôt sur les sociétés sur les schémas de défiscalisation à l'IS en Nouvelle-Calédonie. J'évoquerai à nouveau ce sujet lors des discussions sur la deuxième partie du PLF. Plus généralement, si le changement aurait pu être mieux accompagné, il s'agit d'un budget dont le volontarisme doit être salué. En dépit de certaines réserves, le groupe Union centriste votera en faveur des crédits de la mission Outre-mer. Enfin, je terminerai en disant un mot sur la Nouvelle-Calédonie. Nous examinons ce budget au lendemain d'une journée historique pour la Nouvelle-Calédonie. Le 4 novembre dernier, les Calédoniens ont choisi souverainement leur destin. Je tiens à saluer ici l'implication de l'État qui a fait en sorte que la consultation se déroule dans les meilleures conditions. Nous avons franchi une étape de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Il faut désormais nous intéresser à son développement économique afin de consolider la paix et construire ensemble un avenir commun. Je vous remercie.